Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans la deuxième partie des vidéos concernant comment être en forme dès le matin. Donc petit récap de la première partie des vidéos qui montrait l'importance en fait de faire attention à sa respiration, d'employer des techniques de respiration, d'étirement et de lâcher prise émotionnelle tous les matins avant même de s'intéresser à ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va devoir prendre pour être soi-disant en forme dès le matin. Voilà. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo, donc vous pourrez cliquer pour aller voir cette première vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au sommeil, parce que c'est inéluctable. Si la qualité de votre sommeil est remise en cause, forcément, la qualité de votre forme dès le matin et de votre journée va être remise en cause. Parce qu'il faut savoir que très simplement, le sommeil, c'est quoi? C'est la période où le corps va pouvoir privilégier les processus de nettoyage, de réparation, de reconstruction et d'élimination. Donc voilà, c'est vraiment pendant ce créneau horaire qu'il va pouvoir vraiment nettoyer à fond, réparer, etc. Donc si on entrave ce créneau horaire, forcément on a moins de réparation, moins de nettoyage, ça réduit forcément la qualité après de notre mode de vie au quotidien. Donc forcément voilà. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite aparté très rapide que j'organise un stage avec une amie à moi qui s'appelle Mathilde Bollinger, qui est naturopathe et spécialiste en médecine ayurvédique. Donc on organise un stage le 20 et 21 juillet 2019. Il ne reste plus que 9 places, donc inscrivez-vous rapidement sur comment gérer mes émotions, mon stress et mon sommeil au quotidien. Donc vraiment, on va apprendre de façon théorique, donc voilà, vous aurez des explications physiologiques et théoriques pour comprendre vraiment comment ça fonctionne les émotions, comment ça fonctionne le stress, le sommeil, etc. Et vous aurez aussi des aspects pratiques et des conseils qui vous seront donnés. Donc on pratiquera plein de choses pour améliorer la qualité émotionnelle, pour améliorer notre stress, donc plein de trucs, des techniques de détente, de relaxation, etc. Et aussi au niveau du sommeil. Donc voilà, donc je mettrai normalement elles ont déjà dû même s'afficher les affiches et les informations nécessaires pour ce stage. Voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient vous inscrire à ce stage, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse oracine@outlook.fr pour que je vous en donne toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi retrouver l'événement sur les réseaux sociaux en tapant justement stage gérer mes émotions, mon stress et mon sommeil au quotidien. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette petite aparté. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, le sommeil, hyper important. Voilà, encore une fois un truc qui est hyper négligé, qu'on comprend encore pas forcément bien. Et voilà. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que quand on parle du sommeil aujourd'hui, il y a une hormone qui revient tout le temps. Moi, je l'ai vu tout le temps dans les livres de physiologie que j'ai, dans les bouquins, dans les ouvrages que j'ai, dans les échanges que j'ai fait avec des thérapeutes. Il y a un truc qui revient tout le temps, c'est la mélatonine. Et on met en avant la mélatonine comme l'hormone spécifique au sommeil. Il n'en est rien du tout. Ça a été prouvé, ça fait 25 ans. C'est pas du tout l'hormone spécifique au sommeil. Elle n'est pas soporifique comme hormone. C'est plutôt une hormone qui agit comme protection des neurones. Pourquoi? Parce que c'est l'un des plus antioxydants les plus puissants que l'on a dans le corps humain. En fait, elle se transforme en 2-oxomélatonine qui va piéger les radicaux libres. Donc voilà, elle agit vraiment en termes de protection des neurones, retenez-le bien. Pour la petite info, c'est une hormone qui a été découverte par le professeur Lerner en 1958. D'ailleurs, 3 ans après, le professeur Mac-Isaac a découvert une autre hormone dont on parle peu aujourd'hui quand on parle de la pinéale et du système veille-sommeil, c'est le cimétoxyharmalin, qui est une hormone psychostimulante qui pourrait être comparable au LSD, mais qui n'est pas du LSD bien entendu, et qui est dans des proportions tout à fait normales au niveau du corps humain, voilà, pour nous permettre d'être tonique entre guillemets. Voilà. Et nous avons la mélatonine, qui est l'hormone spécifique au sommeil, qui est une hormone, elle, soporifique, qui a été découverte en 1994 par le génial professeur Jean-Bernard Fourtillon. Donc voilà, donc on voit bien qu'on parle souvent de la mélatonine, mais c'est pas forcément très juste. Donc voilà, donc déjà, super information, merci beaucoup au professeur Fourtillon d'avoir découvert ça, parce que ça va nous permettre de carrément mieux expliquer les phases de veille-sommeil, comment ça fonctionne et comment, lorsqu'on entrave la qualité de notre sommeil, comment ça va impacter forcément sur la forme dès le matin. C'est ce qu'on va voir ensuite. Petite information, il faut savoir que la mélatonine tient à toutes ces hormones, tiennent leur précurseur au niveau de la sérotonine, qui tient, elle, son précurseur au niveau du tryptophane, qui est un acide aminé. Voilà, donc c'est très important, ça va nous permettre de faire quelques liens par la suite, de comprendre ça. Et en fait, c'est par des processus
de méthylation et d'acétylation qu'on va transformer la mélatonine en 6-méthoxyharmalan, et encore avec des processus d'acétylation, on va transformer le 6-méthoxyharmalan en valentonine. Voilà, donc c'est 3 hormones qui sont spécifiques du coup au système veille-sommeil. Ces 3 hormones vont être produites à partir du moment où on va observer que l'intensité du soleil commence à descendre. C'est-à-dire qu'au niveau de la rétine, hein, là, de l'œil, dès qu'on va voir que l'intensité du soleil descend, la lumière commence à descendre, ça va envoyer une information par le nerf optique au noyau suprachiasmatique qui est juste au-dessus du chiasma optique, qui est donc ici, que la lumière est en train de descendre. Donc il va y avoir une cascade neurologique jusqu'à la glande pinéale pour qu'elle produise enfin ces 3 hormones, la mélatonine, le 6-méthoxyharmalan et la valentonine, pour qu'on rentre dans cette phase de sommeil. Et c'est notamment énormément la valentonine qui va nous permettre de donner, je ne vais pas rentrer précisément dans les processus physiologiques, mais en gros, ça va nous permettre de devenir calme, de faire descendre la pression artérielle, de faire descendre, de nous faire passer en système parasympathique, de faire descendre la vigilance afin qu'on puisse s'endormir et que le corps commence sa période de nettoyage. On verra que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une production qui commence lorsque la lumière descend, mais que dans tous les cas, cette production va avoir son pic entre guillemets, de production pendant 8 heures, elle se produit pendant 8 heures. Peu importe les jours de l'année, les saisons de l'année, elles se produisent pendant 8 heures. Et ici, sur ce schéma, j'ai représenté 22 heures, 6 heures du matin, parce que c'est une image à peu près standard. La plupart des gens se couchent vers 22 heures et vont se lever vers 6-7 heures pour aller au travail, donc c'est plus ou moins généralement ce qui se passe aujourd'hui. Donc on prend cette tranche horaire, mais sachez bien que forcément si le sommeil est complètement chamboulé, une personne qui se couche à 5 heures du matin, qui se réveille à 15 heures, bah voilà, c'est plus à 22 heures 0 et 6 heures du matin. Mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre la grosse tranche horaire où il y a une surproduction de ces 3 hormones. Donc on voit qu'à partir par exemple de 22 heures, et que la lumière donc est descendue, il va y avoir un pic de production de ces hormones. Elles vont se produire les 3 en même temps, mais il va y avoir surtout une surproduction de mélatonine et de valentonine, comme on peut le voir ici sur le schéma. Donc elles montent tout de suite bien plus haut, il y a une plus grande concentration de mélatonine et de valentonine que de 6-méthoxyharmalan. On va bien comprendre pourquoi ensuite, mais simplement dans un premier temps parce que vu que la valentonine est une hormone soporifique et que la mélatonine est une hormone de protection des neurones, et bien elles se produisent en plus grand nombre parce qu'elles ont un plus gros job pour la nuit, c'est-à-dire de nous mettre en phase sommeil et réparation, etc., etc. Donc du coup, voilà pourquoi ces 2 hormones se produisent, elles sont en prévalence par rapport au 6-méthoxyharmalan, et ça nous permet aussi de pouvoir nous endormir, parce que si c'était l'inverse, que le 6-méthoxyharmalan était en prévalence à ce moment-là, on serait en stimulation permanente, parce que le 6-méthoxyharmalan, 6-MH, est une hormone psychostimulante. Donc voilà, donc on voit qu'elles se produisent toutes les 3 en même temps, mais que là on atteint très vite le plateau, on est très vite à l'optimum, à la charge maximum de production, on va dire, vers 11h, 11h30, à peu près vers ici, on est déjà au plateau. Alors que le 6-méthoxyharmalan progresse plutôt en pente douce. Et ce qui est très intéressant de voir ça, c'est que le corps est tellement bien fait, c'est qu'il produit directement ces 3 hormones, même le 6-méthoxyharmalan qui est psychostimulant, on pourrait se dire oui mais c'est un peu bizarre, pourquoi on a une hormone qui est produite psychostimulante si on veut s'endormir? Oui, mais justement, elle est produite déjà parce qu'elle met un temps tellement fou à atteindre son plateau, pour qu'on soit vraiment en mode réveillé, que elle commence directement à 22 heures, parce qu'elle ne met pas du tout le même temps. Et vu qu'on a une plus grosse production de valentonine et de mélatonine, on arrive à un moment, vers 6 heures du matin, une fois qu'on a passé les 8 heures de sommeil, il va y avoir une chute libre de mélatonine et de valentonine. En fait, elles vont être dégradées très rapidement, afin qu'elles vont avoir une grosse chute, et elles vont très vite passer entre 6 heures et 7 heures du matin, en dessous du 6-méthoxyharmalan qui lui progressait en pente douce et donc qui est encore pas à son plateau à 6h, 7h du matin. Donc du coup, à ce moment-là, le 6-méthoxyharmalan va être en prévalence, ce qui fait qu'on sera en prévalence avec une hormone psychostimulante, donc on va commencer à se réveiller et se sentir en forme et prêt à passer au mode catabolisme, action et compagnie. Donc voilà, donc c'est très marrant à voir. Et pour comprendre simplement, pour ne pas rentrer dans des processus trop durs à comprendre au niveau physiologique, comment ça se fait qu'elles redescendent très rapidement? Vous connaissez bien les oscillations, on sait très bien que s'il y a une oscillation qui monte très fort, elle redescend très fort, elle monte très fort, elle redescend très fort, et quand on est plutôt en pente douce, vous avez des oscillations très faibles, et ça fait plutôt comme des petites vagues, voilà. Et tout simplement, vu qu'elles montent très haut, quand elles arrivent en haut, comme un vélo qui serait monté sur cette montagne en forme d'oscillation comme ça,
bah, quand il arrive en haut, il descend à pic, donc il descend très rapidement. Alors que si on fait une petite montagne, une petite montée en vélo, la descente elle est aussi petite, donc on va forcément moins vite. Voilà pourquoi la nature est terriblement mal faite, et ça fait que bah, à la fin, on va avoir une prévalence du 6-méthoxyharmalin. Alors ce qui va être très sympa aussi à voir, c'est que justement, là c'est de façon idyllique, hein, ça se passe comme ça convenablement quand on a des bonnes nuits de sommeil, et quand on respecte la physiologie du sommeil, mais lorsqu'on l'entrave, c'est plus du tout la même chose qui se passe. Parce que si vous l'entravez, parce que par exemple bah, la lumière commence à descendre au niveau intensité, hein, au niveau dehors, mais que vous gardez les lumières allumées dans l'appartement, que vous regardez un film avant de dormir, que vous écoutez de la musique, que vous mangez trop tard, etc. Tout un tas de choses qui vont pouvoir déranger complètement la phase du sommeil. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y a toujours des lumières et que vous endormez devant un film, c'est la lumière, la glande pinéale et les yeux, la rétine, captent toujours la lumière. Donc, ces informations, elles vont dans l'autre sens. Hein. Il y a les informations qu'il faut toujours garder la prévalence du 6-méthoxyharmalin et ne pas trop produire de mélatonine et de valentonine parce que il y a encore de la lumière, donc c'est pas le moment de dormir, selon l'interprétation que va en faire la glande pinéale, la rétine et le noyau suprachiasmatique. Donc voilà. Donc si on veille trop tard et qu'on a trop de lumière dans notre environnement, on va être en sous-production de ces trois hormones. Donc qui dit sous-production, là on va déjà comprendre très simplement qu'au final, au niveau de la courbe, au lieu de monter très haut et d'avoir un pic, on va avoir une faible production qui va ressembler plutôt à ça au niveau de la courbe. On va être très bas. On va être proche du 6-méthoxyharmalin et on va progresser en pente douce. Et d'ailleurs, le 6-méthoxyharmalin, lui aussi, va sous-produire, donc il sera encore moins haut que ce que j'avais dessiné dans la première courbe. Et ce qui va être sympa à voir, c'est que souvent, on l'a déjà nous pas mal vu quand on veille tard, qu'on fait des soirées avec des amis, alcool, etc., et qu'on veille très tard, le lendemain on est dans les choux, on a du mal à se réveiller. Mais il y a même des personnes qui se couchent à des heures, on va dire entre guillemets convenables, mais par le simple fait qu'elles regardent des films avant de s'endormir, le matin, quand le réveil sonne à 7h, elles se lèvent, mais elles vont attendre jusque 10h, 9h30, 10h, des fois même 11h, pour commencer à sentir qu'elles se réveillent, quoi. Pendant la période de 7h jusqu'à 10h, 10h30, on est encore complètement dans les choux, on est vaseux, etc. Ça s'explique pour ça, parce que s'il n'y a pas eu suffisamment de mélatonine, valentonine, la cascade qu'on a vue tout à l'heure, si on est en progression en pente douce, on va redescendre en pente douce. Et vu qu'en plus de ça, le 6-méthoxyharmalin a une production encore plus basse, on voit très bien que finalement, à partir de 11h, qui pourrait se situer par exemple vers ici, on n'est toujours pas passé, la valentonine et la mélatonine ne sont toujours pas passées en dessous du 6-méthoxyharmalin. Donc le 6-méthoxyharmalin n'est pas en prévalence à ce moment-là, et donc forcément, on a encore trop de valentonine, d'hormones soporifiques qui traînent dans le sang, et donc forcément, on est encore vaseux. Voilà. Donc vous voyez comment finalement des petits trucs très simples, des petits gestes très simples peuvent induire complètement la qualité de notre forme dès le matin. Et c'est pour ça que je vous disais que je remercie vraiment le professeur Jean-Bernard Fourtillon pour ses travaux, parce que ça nous permet vraiment d'expliquer cette cascade qu'on ne comprenait pas forcément avant. Voilà. Il faut savoir que le sommeil, cette phase-là de ce système veille-sommeil, toutes ces hormones, elles régissent à E3 toute la partie végétative de l'organisme. Elles sont responsables de tout ce qui va se passer ensuite. Donc le sommeil est hyper important pour être en forme et pour la qualité de notre vie au quotidien. Voilà. On va passer à la phase du fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi des fois manger trop tard, donc ça va perturber notre sommeil. Mais pour comprendre encore plus simplement comment ça peut perturber vraiment notre sommeil et la qualité de notre vie, je vais donc vous parler des récepteurs à mélatonine qui se trouvent dans le pancréas, qu'on appelle les MTNR, donc 1A, 1B. Et ces MTNR, en fait, ils vont donner l'information au pancréas et vont lui dire « Bibi, il faut que tu sois en sous-production d'insuline, il faut que tu te calmes, c'est la nuit, on n'a plus besoin de digérer, allez, mets-toi au repos. » Donc, à chaque fois qu'il va y avoir de la mélatonine qui va être produite, ces récepteurs au niveau du pancréas, MTNR, ils vont donner ces informations. Donc, on revient à notre schéma, dès que la lumière descend, dès que la rétine comprend qu'il y a la lumière qui descend, hop, la glande pinéale commence à produire ces trois hormones, dont la mélatonine, et donc dès que ça commence à se produire, hop, le pancréas, déjà même, ça a été mesuré que même 2 heures avant que la lumière commence à vraiment descendre en intensité, que on est déjà en sous-production d'insuline. Pourquoi? Parce que hop, la MTNR, elle est déjà en train de faire son job. Donc si vous n'avez pas d'insuline, qu'est-ce qui va se passer?
Alors on sait très bien que la digestion des sucres va être totalement remise en question parce qu'elle permet, l'insuline entre autres, de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc vous allez avoir, si vous mangez du sucre et des sucres complexes, vous allez avoir un gros taux de sucre dans le sang. Donc on sait très bien que quand il y a trop de sucre dans le sang, ça amène tout un tas de déséquilibres, mais vous allez être stimulé. Donc forcément, vous n'allez pas réussir à bien dormir lorsque vous mangez trop tard. Surtout si vous avez mangé des repas très sucrés. Voilà. Mais en plus de ça, elle est connue pour ça, l'insuline. Mais en fait, elle permet de tout régler au niveau de la digestion. Elle a vraiment une importance cruciale au niveau de la digestion. Donc, on comprend tout simplement que la qualité digestive va être totalement remise en cause. Mais en plus de ça, elle permet de faire passer les micro et macronutriments au niveau intracellulaire. Sans insuline, pas de pénétration au niveau intracellulaire. Donc, si on mange, c'est quand même pour assimiler des choses et pour être nourri. Si on n'assimile rien, je ne vois pas l'intérêt qu'on mange. Donc, si vous mangez trop tard, vous risquez de ne pas bien digérer du tout et en plus de ça, vous allez retarder sur les processus d'élimination. Parce que comme je vous l'ai dit, la période propice à l'élimination et au nettoyage, c'est pendant la période de sommeil. Mais si à un moment donné, vous digérez trop longtemps, vous allez impacter sur ce temps et donc ce temps sera plus court. Et à chaque fois qu'il va être trop court, ce qui fait qu'on ne va pas se nettoyer suffisamment. Et donc à un moment donné, on va aller dans des maladies aiguës, puis ça va être des maladies chroniques, puis après des maladies dégénératives. Voilà. Et il ne faudra pas s'étonner d'avoir des qualités de vie qui sont amoindries, même si on a une bonne alimentation, etc. Mais si on mange trop tard, ça va tout remettre en cause. Il y a un autre truc qui est très important aussi, si on mange trop tard et que la digestion perdure trop dans la nuit, qu'elle dure jusqu'à minuit, 1h du matin, on va inhiber les enzymes qu'on appelle les hyaluronidases, qui elles permettent en fait le déstockage des acides qui sont stockés dans les tissus conjonctifs. Voilà. Pourquoi vous allez me dire il y a des acides qui sont stockés là? C'est une phase tout à fait normale, on appelle ça un effet tampon. Lorsque le corps reçoit des acides, il y a plusieurs effets tampons. Il peut y avoir par exemple le fait de prendre un minéral ou une base et de l'associer à cet acide pour en faire un produit neutre. Mais il y a aussi, quand il n'arrive pas à faire ça sur le moment, qu'il a trop de boulot ou quoi, il les place dans les tissus conjonctifs. Et tous les matins, vers 1h du matin, il va y avoir le déstockage de ces acides pour les traiter et les éliminer ensuite. Mais si on inhibe l'hyaluronidase, on inhibe aussi le fait qu'il va y avoir des stockages des toxines. Donc ces toxines, si elles ne sont pas déstockées, elles ne sont pas traitées et elles restent et elles stagnent. Et encore une fois, s'il y a une accumulation et que ça devient chronique, on arrivera dans des grosses pathologies, on aura des tumeurs, il ne faudra pas s'étonner après qu'on ait des tissus complètement lésés. Voilà. Donc tout ça était très important à comprendre. Et pour terminer au niveau de la sérotonine, je vous avais parlé tout à l'heure, qui est donc le précurseur de toutes ces hormones, de cette cascade hormonale, 80% de la sérotonine, elle est produite au niveau des intestins. Donc encore une fois, la qualité de ce qu'on va manger, la qualité de notre mode de vie, le stress, etc., et ce qu'on mange, ou si on mange trop tard, etc., forcément, on va congestionner nos intestins et on va limiter cette production de sérotonine. Si on manque de sérotonine, mélatonine, 6-méthoxyharmalan-valentonine, ça va avoir du mal à se produire. Donc comme quoi, encore une fois, très important de faire attention à son hygiène alimentaire aussi, et au niveau du stress, parce que ça impacte énormément les intestins, entre autres, et donc du coup, il n'y aura pas suffisamment de sérotonine pour les transformer en mélatonine, etc. Donc voilà. Pour vous donner maintenant quelques conseils au niveau du sommeil pour améliorer le sommeil, donc il peut y avoir le fait, donc tout ce que j'ai parlé au niveau de la lumière et tout ça, donc faire très attention de ne pas s'endormir avec un écran. Alors je ne vous dis pas de vous coucher comme les poules dès que la lumière de dehors elle s'est estompée, mais de plutôt au lieu de garder des lumières fortes, de prendre des lumières tamisées, de ne pas regarder un film, de privilégier plutôt la lecture d'un livre le soir, de ne pas manger tard, de faire attention aussi aux positions dans lesquelles on va dormir, de dormir dans un environnement aéré, si possible d'ouvrir la fenêtre toute la nuit parce que sinon on va être en hypoxie, on va être en anaérobie, les cellules vont manquer d'oxygène, ce qui fait que ça va stresser l'organisme durant toute la nuit. Donc s'il y a trop de stress, il y aura des chamboulements hormonaux aussi, donc encore la cascade elle va encore être chamboulée. Il y a le fait aussi, si on dort sur des matelas mous, les matelas, ça me fait penser aux matelas en mousse, le corps il va épouser le fait d'être du coup sur cette position, et donc il va y avoir une compensation au niveau nerveux et musculaire pour compenser justement le fait qu'on ait un creux par exemple au niveau du lit. Donc forcément ça va encore faire des chamboulements hormonaux, ça va faire des chamboulements dans la période de nettoyage parce qu'ici prend beaucoup d'énergie
pour essayer de se stabiliser dans l'inconfort, et ben du coup, il y aura moins d'énergie pour le reste et les processus de nettoyage. Donc faire très attention aussi à sur quoi on dort, sur la personne qui n'aurait pas trop les moyens d'avoir un nouveau lit plus ferme, etc. Ben, on peut prendre juste un petit matelas, vous savez, les trucs de transat qu'on met dehors, on le met sur une planche de bois dur, et ça peut être chamboulant les premiers jours parce que c'est dur, mais en même temps, la qualité de notre sommeil va être vraiment améliorée si on dort sur un truc qui est dur et non mou. Voilà, donc il y a ça sur lesquels on peut faire très attention. Il va y avoir aussi certaines tisanes qui peuvent aider aussi à se mettre dans cette phase de sommeil, comme par exemple, ça me fait penser à la valériane, qui peut aider, mais attention, encore une fois, si on n'use que de ce produit pour espérer dormir, comme on userait d'un somnifère, ben on va être toujours dépendant de cette béquille, et donc à chaque fois qu'on arrêtera le somnifère, enfin la béquille entre guillemets, on n'arrivera plus de nouveau à dormir, parce qu'on sera dépendant. Donc c'est important de changer le mode de vie, de faire attention aux points que je viens d'énumérer avant même de vouloir utiliser certaines plantes qui peuvent nous aider à nous endormir. Voilà. Le fait de faire aussi des cohérences cardiaques, une séance de cohérence cardiaque tous les jours avant de s'endormir va véritablement aider, mais alors vraiment aider le corps à s'endormir et à avoir un sommeil réparateur, parce que déjà ça nous permet de faire passer le corps en mode parasympathique et d'agrandir la production de mélatonine, de acétylméthoxyharmalan et de valentonine dans le corps. Donc vous allez plus facilement vous endormir et de façon plus calme. Moi j'ai des personnes qui faisaient de l'insomnie, qui en suivant les petits conseils que j'ai donnés, plus en ajoutant vraiment tous les jours de façon assidue une séance de cohérence cardiaque, et ben, ont vu en une semaine et demie, plus du tout d'insomnie. Donc voilà, on peut faire très attention à ça. Et je rajouterais vraiment en dernier, tous les soirs avant de se coucher, je pense que c'est véritablement important de prendre un petit papier, par exemple un petit bloc-notes, et d'écrire tout ce qui s'est passé un petit peu dans la journée, au niveau émotionnel, que ce soit les émotions entre guillemets négatives, bien qu'il n'y ait pas d'émotions négatives, mais qui pourraient être perçues négativement, en tout cas qui auraient chamboulé la personne en question, et aussi les choses positives, enfin, tout ce qu'on a dans la tête, d'essayer d'en mettre un maximum sur le papier pour éviter cette surstimulation au niveau cérébral qu'on a justement beaucoup plus le soir ou quand on est au repos, hein, vous l'avez tous remarqué, dès qu'on se calme un peu, là, ça commence à fuser là-haut. Mais ouais, mais si ça fuse trop parce qu'on a trop de trucs et que tous les jours on n'écrit rien, on ne fait pas le table rase un petit peu de ce qui se passe, ben on va tellement être dans la stimulation que forcément on va avoir du mal à dormir et on va chambouler encore une fois tous ces processus hormonaux. Donc c'est vraiment très important de faire un petit table rase tous les jours, tous les soirs avant de s'endormir, comme ça le matin on recommence vraiment à neuf. Voilà pour les petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les informations que je vous aurai données vous auront permis de comprendre plus spécifiquement comment le système veille-sommeil fonctionne, comment on peut entraver notre sommeil et comment ça peut induire véritablement notre forme dès le matin et la forme et la qualité de notre vie de façon générale. Je suis désolé, la vidéo était certainement un peu longue, mais ça me paraissait vraiment important de parler de toutes ces choses-là, donc je ne pouvais pas le faire de manière plus courte. Et vous voyez bien que je ne suis pas rentré, comme je le disais, très dans les détails. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre au niveau du sommeil, notamment les cycles du sommeil, etc. Il y a vraiment encore beaucoup de choses, mais ce n'est pas possible de le faire dans une vidéo, sinon la vidéo elle durerait 4 heures et personne ne la regarderait. Donc c'est pour ça que je privilégie de rentrer plus dans le détail, d'aller plus loin, et notamment dans les exercices aussi qui permettent de nous endormir, d'avoir une qualité de sommeil bien meilleure, dans les stages, dans les formations, etc. Mais voilà, en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vraiment et je vous invite à mettre des pouces bleus, à partager cette vidéo, à écrire des commentaires pour nous faire part de si vous avez déjà des questions ou si la vidéo vous a plu, de l'écrire dans les commentaires ou de mettre des petits smileys afin que le post soit plus actif, que la vidéo soit plus visible et qu'un plus grand nombre puisse en profiter. Et je vous remercie aussi de penser à vous abonner donc à la chaîne. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, de joie et de lumière et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.